Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Aujourd'hui, nous recevons comme invité le professeur Hamidou Talibi Moussa, rapporteur général de la CNDH. Avec lui, nous allons entre autres parler des missions d'investigation menées par sa commission en ce qui concerne les élections générales dans notre pays. Avant de revenir à lui, retenez que les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkaila Halidou du SINASEB, également secrétaire général de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement Tournons la page Niger, vont passer leur 200e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Dekena, Walam et Kolo dans la région de Tillabéri. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Ensuite, la Commission nationale des droits humains s'active afin de s'assurer que les futurs scrutins dans notre pays se passent dans de bonnes conditions, ce qui a amené la CNDH à sillonner plusieurs régions de notre pays dans le courant de ce mois. Compte rendu, Hassan Saleh Mustafa. Organiser des élections libres, transparentes et inclusives au Niger, c'est l'un des soucis de la Commission nationale des droits humains CNDH qui a initié des missions dans plusieurs régions du Niger pour investiguer sur le processus électoral en cours. Ainsi, du 17 au 24 septembre 2020, des missions de la CNDH ont séjourné dans plusieurs régions du Niger, à savoir Tillabéri, Agadez, Maradi et Zander. Dans la région de Tillabéri, pour des raisons sécuritaires, sur les 13 départements, seulement 6 ont été ciblés pour l'enquête. Il s'agit des départements de Tillabéri, Walam, Torodi, Saï et Gotei. La mission de la CNDH a eu des séances de travail avec les autorités régionales, départementales, les élus locaux, les responsables des services techniques compétents, les partis politiques, les OSC et les leaders d'opinion. Constatation. Ces séances de travail ont permis à la mission de relever les manquements observés et les difficultés rencontrées dans le processus préélectoral. La région de Tillabéri a cette particularité de connaître une situation sécuritaire difficile due au phénomène du terrorisme qui prend de plus en plus de l'ampleur. Malgré cette situation d'insécurité, à l'issue des investigations sur le déroulement des audiences foraines et de l'enrôlement biométrique, certaines communes ont connu une sensible augmentation du nombre de citoyens enrôlés. C'est le cas de la commune urbaine de Tillabéri et de Walam. Sur place, la mission de la CNDH a constaté un nombre important de personnes qui ne sont pas enrôlées dans plusieurs localités. La mission a également fait le constat du non-enrôlement de plusieurs villages de certains départements et communes tels que Abala, Tondikiwindi, Inates, Torodi, Kokoru, Makolondi et Anzuru. On peut noter par exemple pour la commune de Torodi où sur 225 centres d'enrôlement, 153 seulement ont été opérationnels. En outre, même là où il y a eu enrôlement, il a été constaté une régression en nombre de centres, mais aussi en nombre de personnes enrôlées par rapport aux élections de 2016. Pour les centres, c'est le cas de la commune de Dargol, avec 215 centres en 2015 pour 95 centres en 2020. S'agissant du nombre d'électeurs, c'est le cas des communes urbaines de Terra, avec 31 632 électeurs en 2016, contre 30 047 en 2020. Et celle de Torodi, avec plus de 50 000 en 2016 contre 33 016 en 2020. Plusieurs autres difficultés ont été constatées par la CNDH dans la région de Tillabéri. Des difficultés qui constituent de véritables obstacles au bon déroulement du processus électoral dans la dite région. Professeur Hamidou Talibi, bonsoir. Oui, bonsoir. Pour commencer, parlez-nous de ces missions d'investigation que vous avez menées dans les régions d'Agadez, Maradi et Tillabéri. Et que peut-on en retenir? Merci d'abord à la télévision Labari de me donner l'occasion de parler des activités de la CNDH. Vous participez par là de la visibilité de nos activités. En ce qui concerne ces missions, eh bien, elle entre dans le cadre d'un projet qu'on a avec le Fonds mondial pour la population,
qui nous appuient dans le cadre donc de nos activités. Là, il s'agit de faire des investigations vraiment tous azimuts dans 4 régions. Mais plus précisément, nous avons mis l'accent sur le processus électoral. Nous avons également visité des centres de santé. Nous avons visité également les maisons d'arrêt et autres maisons de privation de liberté. Mais en ce qui concerne le point de presse que vous venez de faire passer, nous avons juste mis l'accent sur le processus électoral pour voir dans quelles conditions l'établissement des pièces d'état civil a été effectué dans le cadre des audiences foraines et puis comment l'enrôlement biométrique a été effectué. Donc c'est dans ces 4 régions-là, il y aura un rapport général qui va sortir par la suite. Mais nous avons fait ce point de presse, c'est pour attirer l'attention sur la nécessité de faire en sorte que tous les Nigériens puissent avoir ce droit de vote. Vous voyez, en ce qui concerne la région de Tillabéri, il y a énormément de problèmes. Et ça a été le cas aussi pour Agadez. Les autres régions aussi, vous aurez par rapport à ces régions-là également, je dirais, des rapports qui vont faire la situation, des manquements, des insuffisances constatées. Et à chaque fois, nous faisons des recommandations, c'est pour qu'on améliore d'ici les élections. Voilà. Bientôt vont se tenir les élections générales dans notre pays. Alors, quelle est la contribution de la CNDH pour que les scrutins se passent dans le calme et la transparence? Déjà, nous sommes dans le processus, en essayant d'investiguer sur le processus préélectoral pour voir la problématique de l'établissement des audiences foraines et puis de l'enrôlement biométrique. Je peux vous dire que notre but est qu'il y ait des transparents et des élections transparentes, participatives, inclusives, que chaque Nigérien, en tout cas qui a le droit de voter, puisse aussi exercer ce droit-là. Donc notre rôle vient de commencer, mais je peux vous dire que par le passé, nous avons également mis en place ce qu'on appelle un comité chargé des élections que nous avons réitéré aussi pour ces élections à venir. Donc ce comité est à pied d'œuvre. En 2016, nous avons pu mobiliser 250 personnes pour observer ces élections. On espère aller cette année au-delà de ce chiffre-là et couvrir l'ensemble du territoire pour suivre le processus avant, pendant et après. En tout cas, dans l'objectif de parvenir à des élections apaisées, à des élections participatives. Alors récemment, votre commission a rendu public un rapport sur la disparition de 102 personnes à Inates qui a été décrié par le ministère de la Défense. Alors quelle est votre analyse concernant la réaction du gouvernement? En fait, je n'ai pas d'analyse particulière à faire par rapport à la réaction du gouvernement. Nous sommes en démocratie. Nous sommes une commission. Nous essayons de faire notre travail conformément donc, à notre mandat. Et dans le cadre de ce mandat, nous avons effectué des investigations. Nous avons été saisis par des familles. Ça, il faut que l'opinion le sache. C'est des familles qui nous ont saisis pour nous parler de disparition forcée. Et nous avons mené des enquêtes. Je ne suis pas sûr que ceux qui s'expriment sur ce dossier-là connaissent le contenu du dossier. Je peux rapidement vous donner, comment dirais-je, le contenu de la conclusion de la synthèse que nous avons présentée. Donc, on peut dire, à la lumière des témoignages et des éléments de preuve matériels découverts sur le terrain, des rapports d'expertise médico-légale et des rapports dressés par les officiers de police judiciaire, les gens pensaient que c'était seulement la CNDH, mais il y avait des experts avec nous, il y avait des acteurs de la société civile avec nous. Et donc, nous avons pu parvenir à des conclusions. Un, qu'il y a bel et bien eu exécution sommaire d'au moins 71 personnes. C'est ce que la découverte des fosses communes, de 6 fosses communes ont permis d'établir. Que la mort de ces personnes n'est pas liée à une quelconque frappe aérienne. Pour vérifier cela, la CNDH a effectué une deuxième mission sur le terrain, avec des experts également. Troisième point, qu'il n'y a aucun doute que les auteurs sont des éléments des forces de défense et de sécurité. Quatrième point, qu'il n'y a aucun indice qui permet de conclure à une responsabilité de la hiérarchie militaire ou de l'État. Ça, les gens ne le disent pas.
qu'il appartient au juge en charge du dossier, n'est-ce pas, de situer les responsabilités individuelles ou collectives. Lorsque nous avons fait ce rapport, c'est en un seul exemplaire que nous avons remis au président de la République, chef suprême des armées. Il nous a félicité pour ce travail et a promis de faire suite à cela en instruisant le Premier ministre. Le Premier ministre, à son tour, a dû instruire le ministre de la Défense, qui nous a envoyé une correspondance pour nous dire qu'il prend acte du rapport de la CNDH et que ça aura une suite judiciaire. Donc, à ce niveau, nous estimons avoir fini notre travail. C'est de faire des investigations, de dresser un rapport. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Voilà le commentaire que je peux faire. Et je pense que les Nigériens doivent se féliciter d'avoir une commission qui joue son indépendance, sa crédibilité sur ce genre de dossier. Et nous avons comme principe de ne rien affirmer qui ne soit démontré sur le terrain. Donc c'est ce que nous avons fait. Et cette mission a été conduite par le président de la CNDH en personne. Donc vous voyez, ce n'est pas de la légèreté. Donc il faut que l'opinion comprenne qu'il y a le devoir pour nous de dire la vérité et de demander aussi que justice soit faite. Professeur Hamidou Talibi, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes le rapporteur général de la CNDH. La suite du journal Cori Banque International Niger a offert hier un don aux sinistrés relogés dans le CG Sagia. Le don a été réceptionné par le premier responsable de l'arrondissement communal numéro 5. Compte rendu Nafis Zakou et Halid Bourema. C'est dans le but de manifester leur compassion et leur solidarité aux familles victimes des inondations de Kure qui sont relogées dans le CG Sagia que Coris Banque International Niger apporte ce don composé du riz, huile, drap, moustiquaire, natte, pâtes alimentaires et eau potable. Ce geste de Coris Banque International Niger fait suite à l'appel du gouvernement pour porter assistance aux personnes touchées par les inondations. Coris Banque International Niger a entendu et compris l'appel du gouvernement pour porter assistance aux personnes touchées. Ainsi, en plus de la contribution financière au niveau de l'association professionnelle des banques et établissements financiers du Niger, au nom du directeur général de Coris Banque International Niger, j'ai nommé Madame Rakiatou Ide Isaka, et au nom du personnel, nous avons le plaisir de vous remettre ces dons afin de venir en aide aux populations sinistrées de Harobande et Saga. De telles actions sont une habitude, pour ne pas dire une coutume, pour Coris Banque International. En effet, dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise et s'inscrivant dans la dynamique de banque citoyenne, Coris Banque International a l'habitude d'organiser ce que nous appelons la journée de solidarité intitulée Coris Day. En fait, c'est une journée qui est articulée autour d'actions sociales pour manifester sa solidarité aux côtés de la population avec laquelle nous vivons. Très ému par ce geste, le délégué spécial de la commune Niamey 5 a tenu à saluer et encourager Coris Banque International Niger pour cette pensée à l'endroit des sinistrés locataires du CG Sagia. Les gens de Coris sont venus au niveau de la mairie, ils voulaient faire vraiment un don. Donc ils nous ont demandé des listes et vraiment on leur a montré cette population qui était vraiment vulnérable, à qui vraiment ils ont donné un don vraiment très signifiant en fait. Donc vraiment je profite de l'occasion pour vraiment les remercier et puis vraiment leur dire que la mairie est vraiment avec eux. Ce don d'hiver de Coris Banque vient ainsi soulager ces familles qui traversent une période difficile. On remercie cette banque pour le don, car elles sont les deuxièmes à nous en venir en aide. On appelle les bonnes volontés à leur emboîter le pas. Nous remercions les donateurs pour ce geste combien important pour nous, car nous a envahis. Que Dieu assiste les donateurs.
Aminata. Ce geste de Corisbank International doit faire école chez les bonnes volontés pour apporter assistance à ces sinistrés qui ont tout perdu. Ce matin s'est déroulée à Kouré la cérémonie officielle de la célébration de la Journée mondiale du tourisme et le lancement de la saison touristique 2020-2021. Compte rendu Hamza Sakou et Sadou Doumi. Situé à 60 km de la capitale, le village de Kouré abrite les dernières girafes en liberté d'Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi il a été choisi pour célébrer la journée mondiale du tourisme, couplée à l'ouverture de la saison touristique 2020-2021 au Niger. Les activités prévues au cours de la présente commémoration permettront, je le souhaite, de relancer le secteur du tourisme au Niger en général et dans la région des fleuves en particulier qui fut jadis le premier pôle d'attraction touristique au Niger. Le thème de cette 42e édition, tourisme et développement local, avec les conférences débats organisées à l'occasion dans les différentes régions du Niger, permettront sans nul doute de mieux édifier les Nigériens sur les potentialités immenses et les opportunités insoupçonnées qu'offre ce secteur. Le président de l'Association des professionnels du tourisme et de l'hôtellerie a saisi l'occasion pour présenter des doléances. Il faudrait, à mon avis, un véritable plan Marshall pour le secteur pour que celui-ci puisse s'inscrire durablement dans la reprise. Aussi, la sécurisation des sites touristiques et de nos établissements doivent être au centre des réflexions du gouvernement. Les FDS doivent être redéployés pour que les touristes étrangers et même locaux puissent se sentir en sécurité de jour comme de nuit. Le Niger doit aussi reposer sa politique d'offres touristiques en se focalisant sur le développement du tourisme intérieur. Pour sa part, Amirou de Kouré n'a pas manqué de manifester ses sentiments. Le sentiment qui m'anime ne peut être qu'un sentiment de satisfaction totale. Et c'est vrai, vu les événements qu'il y a eu récemment à Kouré, ces événements, tout naturellement, allaient enterrer le tourisme à Kouré. Mais comme vous l'avez constaté avec nous, la sécurité y est. Nous allons donc exhorter tout le monde à venir visiter Kouré. Dans son allocution d'ouverture de la saison touristique, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a rappelé la mission de son institution. Mon département ministériel, de par sa mission, a fait de la promotion de l'écotourisme son cheval de bataille, afin de mieux préserver et protéger les écosystèmes conformément aux recommandations de la stratégie nationale de développement durable du tourisme. Cette stratégie vise entre autres la diversification des produits touristiques par la mise en valeur et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles. C'est pourquoi la zone adjacente de la vallée du fleuve, en particulier la brousse tigrée du Kouré, abritant la girafe, fait l'objet d'une attention particulière car elle est prise en compte comme produit d'appel touristique par le ministère en charge du tourisme. Je salue à cet effet la fructueuse collaboration qui existe entre mon département ministériel et le ministère en charge de l'environnement dans le cadre de la valorisation des potentialités existantes. Pour accompagner la dynamique de la décentralisation, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat fait du tourisme intérieur un véritable levier pour le développement rural, à même de contribuer efficacement à l'amélioration des ressources des collectivités locales. Pour ce faire, un comité national d'orientation sur le tourisme, ainsi que ses démembrements au niveau régional, départemental et communal, vient d'être mis en place afin de mettre en exergue cette dynamique. Le ministre a également lancé un appel à la participation de tous les concernés pour assurer une meilleure visibilité de la destination touristique du Niger. Ce matin a été organisé à la MJC Djarousekou de Niamey un prêche sur la foi islamique. Occasion saisie par les prédicateurs pour inviter les fidèles musulmans à opérer un choix judicieux au cours des prochaines élections présidentielles. Compte rendu Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. Prêcher la parole de Dieu en vue d'inculquer davantage la culture islamique aux fidèles, mais surtout leur demander de faire le meilleur choix pour la nation aux prochaines élections. Objet de ce rassemblement
initiée par ces oulémas. Cette jeunesse a besoin d'abord d'une éducation, d'une santé. Donc pour cela, pour que les points forts qui constituent les fers de lance du développement d'un pays, à savoir l'éducation, la santé, ça c'est une priorité. Et on voudrait à ce que cette jeunesse-là prenne conscience et qu'on essaye de prendre quelqu'un qui a l'amour de sa patrie. Parmi tous ces candidats qu'on a eu à voir, ils ont tous passé devant nous, on a vu. Donc parmi ces candidats-là, prendre celui-là qui va épauler la jeunesse nigérienne, on va essayer de l'épauler. Tout celui qui est contre la jeunesse, on le contrôle. Venus en nombre, les participants à ce prêche adhèrent totalement aux idéaux des oulémas. On a beaucoup appris parce qu'ils étaient en train de parler des futures élections et que les prêcheurs ont dit qu'ils vont prendre exemple sur les pays comme le Nigeria ou comme le Mali où les grands imams, ceux qui conduisent, n'est-ce pas, le secteur de la religion, ont pris le devant pour décider de choisir leurs dirigeants. Donc eux aussi, ceux qui sont ici vont prendre l'exemple sur ceux-là, le Nigeria et le Mali, pour choisir qui va diriger le destin du pays. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne chose et ça éduque l'esprit de tout un chacun pour choisir un bon dirigeant pour le pays. Les prêcheurs, je sais que c'est aussi des savants. Ce n'est pas seulement ceux qui ont le doctorat en médecine ou bien en sciences politiques qui sont des savants. Les prêcheurs là aussi sont des savants parce qu'ils connaissent Dieu, ils connaissent la loi de Dieu. Donc je suis personnellement d'accord avec ça. Tout le monde a droit au vote. Les marabouts, tous les citoyens ont droit au vote. Donc comment faire comprendre aux citoyens leurs droits, leur expliquer leurs droits. Et encore, ils ont prêché sur l'hypocrisie. J'adhère à 100% aux idéologies de ces marabouts qui ont prêché parce qu'ils ont raison. Vu la situation actuelle dans laquelle se situent les Nigériens, on prie Dieu que Dieu nous donne un dirigeant, un croyant. Ces éléments comptent dans les jours à venir organiser un grand prêche au stade général Séni Kounché. Prêche au cours duquel ils vont donner leur consigne de vote en faveur d'un des candidats en liste aux élections présidentielles au Niger. Dans le reportage suivant, nos reporters Stéphanie Romjolbo et Halidou Bourema se sont intéressés aux activités que mènent des enfants autour des feux tricolores, des activités qui ne sont pas appréciées par les conducteurs. Surgissant sur la voie au moment où le feu affiche le rouge, ce sont des enfants menant des activités. Certains vendant des articles et d'autres lavant des vitres. Activités qui leur permettent de subvenir à leurs besoins. Nous, on vient ici pour chercher quelque chose et puis aller manger. Parce que nous, on sommes des villageois, quoi. Tu vois, donc si nous, on gagne quelque chose, on fait ça, ça part au village. Donc c'est à cause de ça, nous, on cherche travail, on n'a pas eu. Donc on vient ici, c'est mieux d'aller prendre pour quelqu'un. Une activité qui est loin d'être appréciée par les conducteurs. Ils interviennent alors que les voitures sont en train de se déplacer, donc c'est un peu dangereux pour eux, il faut qu'ils soient un peu plus prudents. Et je crois qu'il y a des organisations qui s'occupent du travail des enfants, ils doivent avoir un œil sur ça. C'est pas une bonne chose parce qu'il faut voir leur âge. Ces enfants-là, normalement, ils doivent être à l'école, à ce stade. Donc vraiment, c'est un métier sans avenir. Il faut une éducation pour ces enfants-là. Leur place n'est pas ici. Malgré que ça dérange les usagers, mais aussi contraire au code de la route, cette activité lucrative qui se pratique au niveau des feux tricolores permet à beaucoup de jeunes d'éviter de sombrer dans la délinquance. Dans le reportage qui va suivre, notre reporter sportif Ibrahim Tikire nous fait découvrir l'espoir et l'inquiétude qui entourent la construction du siège de la Ligue de football de Zender. Espoir et inquiétude, ce sont les sentiments qui animent les amateurs de football de la région de Zender sur l'évolution du chantier du futur siège de la Ligue de football. Un projet de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT financé par la FIFA qui traîne par la faute de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux qui a pourtant encaissé l'intégralité du financement. Le chantier est situé à la sortie ouest de Zender, sur la route la RN1. Et il est non loin du village de Midik. Le problème, c'est les tâcherons. Ils ont pris des engagements.
pas un engagement, ils n'ont pas pu honorer de leur engagement. Vraiment, le problème, c'est eux. Parce qu'au niveau de la FENIFOOT a pu vraiment dégager. Elle a même fait plus. Puisqu'à certains, bon, à ce que je cherche, mon entrepreneur, il a même eu tout son argent pour nous faire ce travail-là. Vraiment, ça nous fait mal. Des engagements ont été pris par l'entrepreneur, mais les travaux n'avancent pas, à la grande déception des dirigeants du football zenderois. Fi sabillahi zan ce gaskiya shi entrepreneur kin ya ba mu kumya. Tunda baiwa aiki a baka wata 6 yanzu wajen shekara 2. Nous sommes déçus des travaux de l'entreprise qui ne fait aucun effort pour finaliser le chantier. Les travaux de construction du futur siège de la Ligue de football de Zender piétinent par l'inconséquence d'un entrepreneur insoucieux de l'avenir de la jeunesse du Damagaram. Il urge désormais pour les dirigeants de la Ligue de football de Zender de prendre des dispositions adéquates. Toujours sur le plan sportif, le technicien français Jean-Michel Cavalli est arrivé à Niamey dans l'optique de s'engager avec l'équipe nationale du Niger. Il a été accueilli par le secrétaire général de la FENIFOOT. Un accord a déjà été trouvé. Il ne restera que la signature officielle dans les prochains jours. Une fois à la tête du MENA, l'entraîneur âgé de 61 ans aura pour principale mission de ramener le Niger vers le chemin du succès. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.